Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, votre web radio 100% rouge et blanche pour ce débrief de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. L'AS Monaco qui recevait au Louis II Amiens, l'AS Monaco qui était dans l'obligation de remporter ce match pour croire encore au maintien. Et Monaco qui s'est imposé 2-0, des buts de Falcao et de Golovin. Et avec moi ce soir, il y aura Adrien. Salut Adrien. Salut tout le monde, salut les gars. Et il y aura également Boris. Salut Boris. Bonsoir messieurs. Bon bah voilà, la victoire était le seul objectif. La victoire a été obtenue. Au niveau de la manière, on va y revenir un peu plus en détail. Ça aurait pu être mieux, mais on en avait grandement besoin. Boris, je pense que tu as globalement envie de retenir avant tout ça. Ouais, on va retenir le résultat parce que honnêtement là on était un tel état de désespoir et de nécessité sur le résultat que voilà, ça fait du bien. C'est un énorme soulagement surtout ce soir parce qu'honnêtement on était loin d'être sauvés. On l'est toujours pas tout à fait d'ailleurs, mais voilà, on a quand même fait un énorme pas, on va dire. On a pris une grosse bouffée d'oxygène. Le match n'était pas si mauvais que ça d'ailleurs. En tout cas, au niveau de l'état d'esprit, on a retrouvé l'équipe de l'AS Monaco qu'on aurait aimé voir peut-être pas 38 fois cette saison, mais au moins une trentaine de fois. On l'aura vu peut-être que 2 ou 3 fois malheureusement, mais bon, au moins, on va dire mieux vaut tard que jamais. À la manière un petit peu d'un relégable ou enfin d'une équipe qui joue pour sa survie, voilà, on sent qu'il y a vraiment une prise de conscience. Et bien dommage qu'on doit attendre la 37e journée pour avoir cet état d'esprit, sachant que Jardim l'avait indiqué lors de sa venue, lors de son retour, en affirmant que ça allait jouer jusqu'au bout, que c'était une guerre et que il a fallu se mettre dans le pétrin jusqu'à la 37e journée pour être dans cette situation-là. Dommage qu'on n'ait pas su montrer cet état d'esprit un peu plus tôt dans la saison. Moi, à titre personnel, je trouve qu'on l'avait montré cet état d'esprit, mais le problème c'est qu'on l'a montré entre la 20e et la 30e à peu près journée, où on était quasiment invaincu, où, comme tu viens de le dire, on avait battu deux gros, en l'occurrence, Lyon et Lille. Mais c'est vrai qu'après, il y a eu cette période très compliquée où on s'est remis dans le pétrin et au final voilà, il y a de nouveau un petit sursaut là, sur cette rencontre et il y en avait grandement besoin parce qu'on restait sur combien 7 matchs sans victoire. Ouais. Ça devait être ça. Quelque chose comme ça. Ouais. Il y avait beaucoup de nuls, il y avait quasiment d'ailleurs exclusivement que des nuls, mais un point par point, on n'avançait pas beaucoup et en plus les équipes derrière nous s'étaient mis un peu à gagner à l'image de Caen. Oh, surtout Caen, ouais, quand même. Oui, surtout Caen, mais donc il fallait impérativement. L'effet Courbis. L'effet Courbis, qui a été un peu moins visible ce soir, ouais. pour le coup. Ouais. L'effet Samba surtout, mais oui. Parce que il y a eu l'effet Pep Genesio, qui a contré l'effet Courbis. C'était un choc au sommet entre grands coachs. Et donc du coup, voilà, au classement, on se retrouve 16ème. On a 36 points, Amiens en a 35, et ensuite Caen 33. Pour ce qui est de Dijon n'est pas encore relégué, mais par rapport à nous, c'est terminé vu qu'ils sont à 31 points. Il n'y a que Guingamp qui est officiellement relégué. On a un goal average quand même de plus 7 sur Caen. Donc on peut, comme tu l'as dit Boris, considérer que on va dire 80% du chemin est fait, mais attention, c'est pas fait quoi. Enfin, on sait qu'on va à Nice, que Nice. Jardim à Nice, normalement c'est 4-0. Ces dernières c'est 0-4. C'est le tarot. Bon, il aura pas Lucien Favre en face aussi, donc je pense que ça va jouer parce que je pense qu'il prend que 4-0 quand c'est Lucien Favre. Mais oui, le déplacement à Nice, c'est Caen qui en même temps va recevoir les Girondins de Bordeaux, qui sont en roue libre. Une vaste blague aussi. Qui sont en roue libre depuis 4 saisons. Non, mais c'est vrai que au moins 5 défaites consécutives. Après, j'ai pas le reste de la forme, mais je vois les 5 derniers matchs, il y a 5 petits points rouges, donc ça veut dire 5 défaites. Donc oui, ils sont dans une grande forme. Puis il y a eu l'électrochoc avec le coach aussi, donc ça marche bien. Ah, c'est vrai que ils l'ont eu aussi, ça. Ce qui est à noter du coup, c'est qu'on a évité au moins le spectre, on a écarté complètement le spectre de la descente directe.
Parce que, comme on l'a dit, comme tu le disais, Dijon a perdu et du coup là l'écart est rédhibitoire, donc on peut plus être 19e. Donc on sera dans le pire des cas, on peut encore être mathématiquement barragiste. On a une très belle avance au goal average, mais on sait que les dernières journées, c'est aussi des journées où parfois il se passe des trucs un peu irrationnels au niveau des scores. Il y a eu ce soir des scores un peu fleuves. Bon, c'était plutôt les gros clubs, c'est Paris et Lyon qui ont mis des tartes, mais quand ouais, voilà. Ce soir, on peut remercier aussi l'Olympique Lyonnais. Mine de rien, voilà, Lyon qui nous avait envoyé en Ligue 2 il y a 8 ans. Bon, bah, ce soir, bah, mine de rien, ils ont fait le travail et ils nous donnent eux aussi beaucoup d'oxygène. Maintenant, honnêtement, voir quand mettre une petite tarte à Bordeaux, un 3-4-0, ça serait pas forcément étonnant sur la dernière journée. C'est du domaine du possible. Donc c'est surtout, il faut que nous on fasse absolument le travail à Nice. Un point, je pense, nous met, enfin c'est pas je pense, mais avec un point, on est sûr d'être sauvé. Donc faut au moins aller chercher ça, quoi. Faut au moins pas faire de calcul. À noter que dans le meilleur des cas, on peut aller chercher la 14e place. Parce que justement, on est à 2 points de Toulouse et de Bordeaux. Après, il y a un vrai trou parce que Angers a 45 points. Mais si Bordeaux perd, que Toulouse perd et qu'on gagne, voilà. Après, ça changera pas grand-chose. Mais bon, voilà. Ce serait vraiment incroyable. Pour le coup, c'est inespéré. Ça prouve vraiment la faiblesse de cette Ligue des talents Ça serait quand même 14e avec 39 points. Ça serait assez exceptionnel. Et on passerait à la moyenne des 1 point par match. Donc ce serait sûrement un record, je pense. 14e à 39 points. Sachant que le 14e peut même finir avec 38, hein, parce qu'actuellement il a 38 points, donc si tout le monde perd, ça peut rester à 38. Enfin bon, voilà c'était le petit point sur le classement. On est soulagé. Il reste évidemment ce dernier match, mais à moins d'un cataclysme, on peut considérer que l'essentiel a été fait. Maintenant, pour parler de la rencontre de ce soir, Boris, au niveau de la compo, Jardim avait un petit peu changé son fusil d'épaule parce qu'il avait décidé d'aligner 2 attaquants ce coup-ci. Ouais, bah il est dès le début de match, pas à la mi-temps. La grosse surprise, parce qu'on avait encore dans la presse vu les compos annoncés avec le traditionnel 4-2-3-1 avec exactement la même compo que lors du match à Nîmes, mais Edgar Morin ce soir a fait un choix un petit peu différent du coup. Le choix de la raison. Ouais, le choix en tout cas. Est-ce qu'il a fini par se convaincre lui-même? Est-ce qu'il a tenté un truc parce qu'il n'y arrivait pas? Est-ce que c'était pour faire plaisir au public? Je sais pas, mais il a fait un que tout le monde demande depuis un moment, c'est-à-dire de mettre deux attaquants de pointe. Et du coup, forcément Vinicius, parce qu'il n'y a pas vraiment photo à ce niveau-là. Donc voilà, le duo Vinicius-Falcao était enfin aligné dès le coup d'envoi. C'est Ronny Lopez qui en a fait les frais, puisque il était temps. Ouais, bref. Après lui, honnêtement sur les derniers matchs entre lui, Gelson Martins, Golovin, ça pouvait se valoir. Moi aussi, c'est plutôt lui que j'aurais sorti. Ouais. Mais je le mets pas tellement en dessous des deux autres. Après bon, c'est aussi le choix que moi j'aurais fait. Ouais. Et l'autre qui était sorti aussi du coup du 11, c'est Naldo. Avec du coup une reconfiguration avec un Jemerson qui est redescendu en défense, un Sidibé qui est remonté ailier, un Henrich à droite en défense, et puis Golovin qui a pris le milieu axial aux côtés d'Adrien Silva. Donc un petit jeu de chaise musicale, quoi. Ouais, mais justement, Adrien, justement, je vais te lancer sur ça. Justement, quand on a vu la compo et qu'on l'a vu sur papier, on sait jamais trop après réellement dans comment on allait jouer, mais on a vu qu'Heinrich était titulaire et on se demandait avant le match à quel poste allait être Heinrich. Il y avait au final quand même 4 possibilités, à savoir défense centrale avec un Jemerson en 6, lui-même en 6, ou ailier, ou du coup le poste qu'il a occupé ce soir, à savoir latéral, et du coup c'était Sidibé qui était ailier. Tu t'attendais à ça ou tu t'attendais plutôt à le voir en 6? Je crois que Boris, toi tu pensais plutôt ça avant la rencontre. Ouais, moi j'avais même pas pensé à l'histoire de Sidibé milieu. Pourtant c'était ça lui aurait chauffé. Hein. Ouais, oui. C'est vrai que c'est pas une première. Mais d'habitude c'est la compo Trophée des Champions, ça. Donc contre Paris en fait. Voilà, oui, c'est la compo PSG. Mais ouais, mais en fait c'est juste que c'est plus j'y avais pas pensé. Une fois que l'FP l'a mis comme ça sur la télé, enfin que
c'était comme ça sur la télé, sur Bein. Je me suis dit, ah oui, bon, en fait, c'est plutôt comme ça que ça devrait le faire. Mais ouais, c'est vrai qu'au début, je l'imaginais pas en défense, ni vraiment ailier, Henrich. Donc, je voyais plutôt en 6. Mais ouais, le choix, je pense, de renforcer la défense. Henrich en 6, on ne l'a jamais vu à ce poste-là de toute la saison. C'était peut-être pas le moment d'expérimenter ce genre de truc. On l'avait déjà vu, ailier, je crois, il avait déjà dû terminer un match en tant que ailier droit, enfin devant Sidibé. Moi je le voyais ailier. Ouais. Mais au final, de toute façon, on y reviendra durant le match, mais c'était le bon choix que de mettre Sidibé plus haut sur le terrain plutôt que défenseur droit, quoi. Parce que le défenseur, c'est pas trop son rôle en fait. Ouais. C'est con parce que c'est son poste. Mais... Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est un ancien attaquant quoi, qui a fait que descendre. Mais oui, c'est vrai, quand tu repenses à ce qu'on voyait dans la presse et pour l'avoir posté également sur Twitter, tout le flot d'insultes qu'a pu ramasser Jardim sur le fait que ça ne change jamais, on ne change pas une équipe qui perd, on a vu ça. Et bon, bah voilà, force est de constater que la surprise, en tout cas sur le match, elle réside dans le fait qu'on ait eu le droit enfin à 2 attaquants, ce qu'on demande depuis peut-être un mois. En fait, il a peut-être fait exprès de mettre la mauvaise compo à tous les autres matchs pour pouvoir faire une masterclass ce soir. Ouais. Et alors, pour dire exactement. Que sa finale, il a créé les conditions de l'exploit. Travail de longue haleine. Exactement. Maintenant, le début de match qui a été bon, en tout cas qui a été vraiment bon dans l'intensité, dans l'impact. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu nos joueurs comme ça, Boris. Et d'ailleurs, on a même peut-être eu un peu peur que ça soit un petit peu à la limite parfois, à savoir évidemment surtout Vinicius qui a eu un très bel état d'esprit ce soir, mais qui était pas loin aussi de la correctionnelle avec son petit coup de tête. Mais un début de rencontre assez plaisant. Ouais, honnêtement, j'ai trouvé qu'on était vraiment très bien rentré dans le match dès le début. Je pense que on l'a dit, l'état d'esprit était là pour une fois, avec le mauvais côté qui aurait pu être d'être presque un peu à la limite, comme tu l'as dit, un peu à fleur de peau en fait. C'est-à-dire qu'on voyait certains joueurs vraiment très impliqués émotionnellement et honnêtement, Vinicius. Ça mérite pas vraiment un rouge là son petit coup de tête, mais bon, tu te mets quand même dans tu t'exposes à un risque quoi en faisant ce genre de geste. Tu prends un jaune un peu idiot. Donc voilà, mais bon, à la limite on va dire on préfère voir ça qu'une équipe complètement apathique, complètement défaite, qui attend que ça se passe sur le terrain. Aujourd'hui on avait une équipe qui est rentrée vraiment pour faire un match, qui a mis beaucoup d'impact dans les duels, parfois trop, qui a fait des fautes, mais je pense que c'est aussi la base de l'état d'esprit qui a permis le succès ce soir. Ouais, parce que franchement, on n'est pas meilleur que sur les autres matchs, hein. Vraiment. Je trouve pas que. Ouais, dans le jeu, c'est pas. Franchement, c'est kiff. Mais c'est l'état d'esprit qui fait la différence et aussi le brin de réussite. Mais forcément, quand tu t'engages, quand tu mets ces ingrédients-là, bon bah forcément, peut-être que la chance elle te sourit un peu plus que quand t'es en pantoufle et que après tu cours après un résultat. De toute façon, on va dire le facteur clé, c'était surtout de pas encaisser le premier but, parce que Monaco n'a jamais réussi à renverser à gagner un match en étant mené. Au mieux, c'était match nul. Donc voilà, il fallait absolument, comme l'a dit, et d'ailleurs Jardim l'avait souligné du coup lors de la conf d'après-match contre Nîmes, en disant on n'a pas cette abnégation. On l'a pas, donc je pense que c'est le message qui est passé durant la semaine. Apparemment, il y a eu aussi le coup de pression de Oleg Petrov qui est venu, donc ça aussi c'est pas mal. Après, nous on était habitués à voir Vassiliev très proche des joueurs et venir souvent au centre d'entraînement. Je déplorais un peu cette absence de la part de Petrov. Bon, là c'était normal qu'il surgisse vu le contexte, vu la situation. Et ça fait, je pense que ça a mis un petit coup de pression. Tout le monde a pris conscience, et puis les supporters également qui étaient là en nombre. Si ça pouvait être plus souvent comme ça en Louis II, ça serait sympa aussi. En fait, je crois que la menace de Petrov que les joueurs n'allaient pas quitter le club s'il descendait a eu son petit effet. J'ai jamais vu Sidibé aussi bon. Ils étaient tous très motivés. Ouais, là on a vu que là ils se sont rendus compte du danger quand même.
c'est certainement ça. Et donc, justement, Monaco qui va être quand même récompensé de ses efforts, Adrien, et c'est une nouvelle fois. Voilà, c'est quand même une nouvelle fois Falcao qui va marquer ce but. J'ai vu pas mal de tweets cette semaine qui englobaient beaucoup de joueurs qui devaient se barrer du club. Alors évidemment, Sidibé en faisait toujours partie. Il y en avait d'autres et j'ai quand même été étonné de voir souvent Falcao aussi dans le même panier. J'ai un peu de mal à comprendre. Une nouvelle fois, voilà, c'est lui qui nous sauve et un joli but, même si le gardien est loin d'être. Un joli but, j'aime bien. Les buts là. J'en ai vu des conneries sur Twitter aussi, mais alors celle-là, je l'ai pas vue. Bah la tête est magnifique, si. La détente est quand Oui. même très belle. Pour un joueur Ouais. de 1m75. 75, ouais. Oui, bah oui. C'est Bah, il a un très super fort de timing. faire des Bon, trucs pareils. Young Park aussi, il avait un bon timing. Donc tu viens de comparer Colin Park à Falcao, là, au calme. Non, mais tu l'as dit encore et toujours, c'est lui. La saison de Monaco, bah, c'est Falcao, hein, 15 buts en championnat, donc très clairement 15 sur les 37, je crois. Donc, Ouais, c'est ça, 15, ouais. et puis bah, tu vas nous dire où il se positionne maintenant au classement des buteurs, mais Et bah ça lui en fait 84, voilà. Donc 84. donc il est à 5. à 5 longueurs. Eh oui. Donc Ouais. s'il part, bah évidemment, Il faudra qu'il restera fasse une quatrième. demi-saison et qu'il parte en Chine en janvier Ça prochain. peut être aussi la C'est solution. ce qu'on dit depuis au moins 2 ans. Falcao part en janvier, au final, ça jamais. Mais bon. Oui. Alors, il y a quand même, je sais pas, une petite ambiguïté tout de même autour de ce but, parce que tu parles de la détente, effectivement. Mais il y a eu un doute sur le fait que il s'appuie, il fasse l'ascenseur sur le défenseur amiénois. Mais je pense qu'en fait, il y a aussi, en fait, je rigole tout à l'heure sur le fait que tu dises joli but, parce qu'effectivement, il y a quand même une belle erreur de main de la part de Ah oui, non, mais de ça, oui. Régis, Ça, oui. qui a fait une belle Régis sur ce coup-là. Mais enfin, je pense aussi que ça influe justement cette erreur de main. Tu vois, te dit la VAR, bah écoute, au final, il joue le ballon, le défenseur le joue pas. Il place une tête, mais après c'est vraiment le gardien qui se trouve. Donc au final, l'erreur elle vient tellement du gardien que tu oublierais presque qu'il y a une potentielle faute ou non, parce que, enfin, faut quand même le dire. Turpin a mis le doigt à l'oreillette, donc il y a eu consultation, il y a eu concertation. Oui, tout à fait, oui. Mais après, je sais pas, Boris, toi, ce que t'en pensais sur le moment, t'étais plutôt à dire qu'on s'en sortait bien. Bah, en fait, mais moi, quand je dis qu'on s'en sort bien, c'est que honnêtement, j'ai eu très peur que les arbitres le refusent. Parce que c'est pas forcément que moi je considère qu'il y a faute, c'est un cas un peu litigieux pour moi. Ça peut se siffler ou pas, mais du coup quand je dis ça peut siffler, ça veut dire que il y a des arbitres dans certaines configurations où j'aurais pu craindre que ce soit sifflé quoi. Donc voilà, quand je vois que comme tu dis, il y a concertation avec l'arbitre dans le quart vidéo, j'étais pas du tout rassuré à ce moment-là. C'est passé, donc tant mieux. Après voilà, la détente est plutôt belle de Falcao. De là à dire que le but est beau, bon, Gertner il doit quand même la sortir en fumant la pipe normalement. Oui. Quoi. Donc Ouais. La détente est belle et le centre est beau aussi. Voilà, c'était dans ce sens-là ouais. que Après je la disais que tête, le but Il a fait une série aussi en fait. ouais, c'est une vieille tête quoi. Après, mais non, pour moi en tout cas, il y a absolument pas faute sur l'action de but parce qu'il saute et ensuite il se retrouve un peu en déséquilibre et comme le défenseur n'a pas sauté, il se met en appui sur lui. Donc ce n'est pas un ascenseur. Un ascenseur, c'est tu prends appui sur les épaules pour Ouais, t'aider quand il y a les à deux sauter. bras, oui, effectivement. Et il saute, Là, il se saute repose sur son absolument dos pas, en fait. voilà. Donc il n'y a pas faute. Par contre, là où c'est un peu plus tendancieux, c'est que juste avant, t'as l'impression qu'il le pousse déjà un tout petit peu une première fois. Au moment où le ballon est encore Bon, ça c'est à le 4-5 contact. mètres. Ça c'est le contact que tu as dans les surfaces sur chaque corner. Oui, mais t'as un mouvement de bras, peut-être un peu dans le dos, il le pousse très légèrement. Voilà. Ouais, à la limite, sur ça, j'aurais un peu. Mais il faudrait que je revoie un peu plus réellement l'action. Sur ça, je trouvais ça un peu plus litigieux. Et par contre, sur la tête en elle-même, non. Il y a pas. Le défenseur joue pas le ballon, il se retrouve en dessous, donc c'est logique qu'il mette ses mains. Qui mettent ses mains à cet endroit-là. Donc voilà, donc Monaco qui se retrouve devant au score et Monaco, moi j'ai trouvé qu'il va quand même plutôt mal finir cette mi-temps et qui va vivre 10-15 dernières minutes un peu compliqué avec un Amiens qui va se procurer pas forcément des énormes situations mais qui va nous mettre en difficulté, Boris.
C'est vrai qu'à partir du but, et notamment moi j'ai un peu flippé les 5-10 dernières minutes de la mi-temps, on va dire. J'ai trouvé qu'on n'était pas serein, pas mal de centres notamment, côté amiénois, des centres de plutôt bonne facture. Une belle occasion, alors c'est l'occasion de Guirassy, je me rappelle plus si elle est avant ou après le but de Falcao, j'ai un petit doute. Quand Konaté lui laisse passer le ballon. Ah ouais, celle-là elle est avant. Voilà, il n'y a pas énorme danger, mais tout de suite on recule un peu, on est moins dans la maîtrise. Donc voilà, mais on avait fait le plus dur en ouvrant le score, mais on reste quand même sous la menace, on va dire, des Amiénois. Et des Amiénois et de nous-mêmes, parce que Falcao est pas loin de réaliser le doublé. Ouais. Il est pas loin de se la mettre au fond. Heureusement, il le a renard. fait une balle au touré ce coup-ci. Le renard des surfaces. Mais c'était pas loin. Après, c'était vraiment pas de chance parce que la balle lui tombe dessus et Benaglio était évidemment complètement battu, mais ça aurait été dur, quoi. Une nouvelle fois se prendre un but comme ça. Ouais, hormis l'occasion qu'a mentionné Boris, donc de Guirassy qui manque le cadre, en fait, il n'y a aucune occasion dans le jeu. En fait, on a la pression uniquement sur coup de pied arrêté. Donc, il y a cette occasion-là. Tu parles de Falcao qui est pas loin de mettre un CSC, c'est la suite d'un corner. Et puis il y a un coup de pied arrêté qui est joué, une petite passe et une frappe de Godos puissante qui est un peu dans l'axe que Benaglio repousse, mais sur Konaté. Qui la reprend instinctivement de voler du plat du pied, et pour moi ça c'est celle-là la plus grosse occasion. Heureusement il manque le cadre de peu, mais là on n'était pas loin de se faire attraper, et encore une fois c'est sur coup de pied arrêté, quoi. Bah, c'est vrai que c'est un peu le problème, enfin le problème. Le mauvais côté des choses d'avoir été très agressif, c'est que là je le vois, on a quand même commis 22 fautes. Donc évidemment c'est pas 22 coups francs dangereux, mais il doit y a bien avoir une dizaine qui ont dû être tirés. Il y a une dizaine déjà commises par Adrien Silva, et puis le reste de l'équipe. Mais à ça tu peux rajouter 5 corners, pardon, donc ça fait quand même une bonne quinzaine de coups de pied arrêtés, c'est vrai, où Amiens a eu possibilité d'égaliser, et sur une bonne moitié ils ont été dangereux, c'est vrai. De toute façon, c'est pas notre mais tu regardes, coup de pied arrêté, ça on a remarqué. Mais si tu regardes bien en première période, Amiens cadre une fois, c'est la frappe de Godos qui est repoussée par Benaglio. Il n'y a pas une autre frappe cadrée en première période. Oui, du côté de Monaco aussi. C'est-à-dire que les stats finales, on a les mêmes, c'est 9 tirs et 3 cadrés. Donc, sachant qu'on marque 2 buts, il y en a une troisième qui a été cadrée, je sais plus par qui, là, de mémoire. Ouais. Donc, peut-être Gelson qui est contré, mais bon, non, je pense pas que ce soit considéré. Ouais, j'étais en train de penser à ça. Non, parce que sinon Jemerson serait aussi considéré comme cadré. Ah c'est celle de Jemerson. Non, une frappe contrée. Je suis pas convaincu que les frappes contrées. Ouais, mais elle prend la direction de. Ah bah oui, elle prend la direction. Bon, bref, c'était juste. On spoil. C'était juste par rapport à ça. On spoil, voilà. Donc, on se retrouve à la mi-temps à 1-0 et idem, début de deuxième mi-temps un peu compliqué. Du coup, on fait pas rentrer Vinicius à la mi-temps. C'est à noter par rapport. Mais il l'a pas fait sortir non plus. C'est à noter aussi. Non, pas encore. Pas à la mi-temps, ouais. Teaser. Et donc oui, voilà, un début de seconde mi-temps délicat également, avec Amiens qui continue sur sa lancée de fin de première mi-temps, Adrien. Ouais, autant sur la première, je trouvais que bon, c'était plutôt cohérent, autant la seconde, putain, c'est compliqué. Franchement, Amiens pousse d'entrée de jeu, et dans le camp monégasque arrive à se créer quelques situations. Et nous, je pense qu'en seconde période, il y a peut-être 5-6 minutes, on est bien, et puis plus rien, quoi. Mais vraiment rien. C'est-à-dire que Falcao, il a pas d'occasion. Vinicius pèse beaucoup moins que durant le premier acte. Il y a des individualités qu'on retrouve moins, qui sont moins en vue, et donc tout de suite, il y a pas de collectif. Le bloc équipe se retrouve plutôt bas, et surtout Amiens, je vais pas dire campe dans le camp monégasque, mais quand même joue son va-tout presque, hein, enfin avec ses moyens. C'est quand même une équipe qui marque, qui a fait 5 matchs, qui a fait 5-0-0 sur les 8 dernières rencontres. Ils ont dû marquer peut-être 3 buts sur les 8 derniers matchs. Ouais. Donc c'est une équipe qui
qui a un manque cruel d'efficacité, de but aussi, tout simplement. Donc voilà, mais c'est vrai que je tiens à le dire, voilà, l'état d'esprit est tout de même assez différent, je trouve, par rapport à la première période. Et quand je disais que comparé aux autres matchs, on n'est pas aussi, on fait pratiquement les mêmes prestations, on n'est pas plus fort que les semaines précédentes. Bah oui, et ça se ressent sur la seconde période. Franchement, il y a rien, quoi. Ouais, je pense que tu parlais notamment de Vinicius qui a bien baissé. Je pense que c'est pas innocent aussi dans le fait que l'équipe au global a baissé, parce qu'il a fait beaucoup de bien en première mi-temps. Au risque d'anticiper un peu sur les évaluations de joueurs, mais il a gagné pas mal de duels, il a vraiment embêté les défenseurs en première mi-temps, il a créé de l'espace pour les autres joueurs, il a tenu le ballon plusieurs fois, ce qu'il a plus du tout fait en seconde mi-temps. Donc voilà, un déclin probablement physique pour un joueur qui a pas joué souvent de mi-temps et qui a pas, qui s'est beaucoup donné en première mi-temps, mais qui du coup, je pense, a aussi pas mal pénalisé l'équipe à ce moment-là. C'est dû au fait qu'on soit moins haut aussi, mais oui. Ouais, disons, après, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais le fait de plus pouvoir s'appuyer sur ce joueur-là fait qu'on avait plus de mal à ressortir le ballon et à le tenir haut aussi, je pense. Et que Falcao redevient presque inexistant aussi, ouais. Oui, Falcao, de toute façon, en dehors de la surface, c'est compliqué pas forcément que depuis cette saison, mais voilà, ouais. Dans le jeu, c'est compliqué, on le sait de toute façon. Donc, il a déjà fait le travail sur le corner. Après, c'était compliqué si on lui met pas le ballon dans la surface d'espérer autre chose. Mais oui. D'ailleurs, oui, la deuxième mi-temps, en tout cas, on finit avec 40% de possession, sachant qu'à la mi-temps, de mémoire, on n'était pas loin des 50-50. Donc oui, ça montre à quel point on a vraiment souffert dans ce deuxième acte, mais malgré tout on va réussir à doubler la mise, mais évidemment sur contre, parce que on ne procédait quasiment que comme ça et c'était souvent pas très efficace. Mais un joli but de Boris, conclu par Golovin qui a montré qu'il avait un petit peu de vitesse. Ouais, alors, surprise totale. Je m'attendais pas à le voir griller à la vitesse son vis-à-vis. Alors je sais plus, c'était peut-être Dibassi. C'était plutôt Adénon, je crois, maintenant que tu me le dis. C'était un des deux, quoi. Voilà. Ouais. Il l'a vraiment grillé, quoi. Ils partent à peu près. Golovin part sûrement avec un petit temps d'avance, mais sur une telle distance, un joueur pas très rapide, logiquement, se fait quand même reprendre par son central. Et il a vraiment mis un bon coup de rein dès la prise de balle. Il a jamais perdu cette vitesse et du coup, il a pu vraiment se présenter en face à face à Gürtner. Mine de rien, c'était pas fait quand même, parce que je pense que c'est le joueur le plus maladroit qu'on a dans l'équipe sur les face-à-face cette saison. Il en a quand même raté des beaux. Mais là, il a pas mal aussi dans ce registre. Mais c'est vrai que c'est lui qui peut-être tente plus sa chance, qui a dû frapper un bon nombre de fois. Je sais pas combien de tirs il est cette saison en Ligue 1, mais oui. Et ça doit être quoi, son peut-être troisième but, je sais plus trop. En championnat, ça va faire 2. Ouais, 2. Mais bon, celui-là, il a marqué contre Toulouse au Louis II. Et juste avant, il avait marqué à Guingamp en Coupe de Ligue et je crois qu'il avait plus remarqué. Il doit être à 3 buts cette saison. Ouais. Et celui-là, vraiment, un des buts les plus importants de la saison du club, parce que c'est vraiment celui qui va clore le match, même si Amiens va encore essayer un petit peu. À 2, on est quand même serein et voilà, ce but-là, il fait du bien. Et puis Rome, je te devance pour signaler la belle intervention de Djibril Sidibé sur ce but. Le petit relais en une touche de balle dans la course de Golovin, voilà, comme ça c'est signalé. Un bon point pour Sidibé. Un bon point pour Djibril. Ouais, j'ai rarement vu un Russe autant extérioriser sa joie sur la célébration du but. Mais à Monaco, les Russes extériorisent souvent leur joie, t'inquiète pas. Au casino ou ça? Ouais, sur leur yacht. Mais après, quand même, Golovin, ça reste un joueur rapide. Là, ce qu'il faut vraiment souligner, c'est la conduite de balle, quoi. Le fait qu'il perde jamais sa vitesse de pointe grâce à cette conduite de balle qui est quasi irréprochable. Il se remet un petit peu dans l'axe au dernier moment, mais il voit que le défenseur revient, donc il se remet un petit coup à droite, il se désaxe pour finir dans le petit filet de Gürtner. Et oui, tu l'as dit, un but symbolique, du soulagement, et tu le vois aussi
à sa célébration que j'ai apprécié. Ouais. Donc 2-0, c'est plié. Merci, au revoir. Oui. Et on aura pris contre Amiens 6 points sur 6. Voilà. Il n'y a que 2 équipes en Ligue 1, voilà, comme Nantes. C'est Nantes et Amiens. C'est pas si bas, comme on dit en russe, pour dire merci. À noter quand même que au moment du 2-0, donc à la 83e, Fabregas était rentré depuis 10 minutes. Il avait remplacé Vinicius qui était complètement cramé, mais voilà, comme on l'a déjà dit, c'était prévisible. Moi déjà au bout d'un quart d'heure, je me demandais combien de temps il allait tenir à ce rythme. Bah, il a tenu 45 minutes. Ouais, c'est vrai que sur cette première, il y a une très très grosse. Bah, on peut le faire, hein, le cas Vinicius. Boris en a brièvement parlé. Je sais pas vous, mais enfin, ok, il y a une très très grande débauche d'énergie. Il fait une bonne première mi-temps, mais en vrai, enfin, je sais pas, tu mets Guido Carillo, c'est pareil, c'est la même chose. Bah, honnêtement, c'est un des parallèles que j'allais faire plus tard si on revenait sur lui, mais moi, justement, je trouve que c'est beaucoup mieux que Guido Carillo. En fait, je trouve que Guido Carillo a jamais autant pesé sur les défenses en Ligue 1 que ce qu'a pu montrer Vinicius ce soir. Alors, il est un peu maladroit. Physiquement, oui. C'est pas l'attaquant, c'est pas un attaquant très raffiné de Ligue 1. C'est pas vraiment le mec que tu as envie d'avoir comme ton attaquant titulaire, en tout cas à l'AS Monaco. Par contre, dans un groupe de 15, voilà, qui parfois rentre, parfois joue, parfois dépanne. C'est un profil pas inintéressant, je trouve. Je pense qu'il y a un peu de boulot à faire sûrement devant le but. Mais voilà, il y a quand même, il pèse beaucoup plus. Et je trouve qu'il a une vraie volonté. Après, voilà, c'est pas, faut voir à quel et pourquoi pas le garder, hein, mais après, ça faut voir à quelles conditions. Mais voilà, j'aime bien ce qu'il a montré ce soir. Je trouvais que c'était un des symboles de la révolte. Enfin, c'est le joueur qu'on réclamait dans le 11 depuis longtemps. Il a fait du bien. Il n'est pas étranger, je pense, à cette victoire. Après, voilà, c'est pas non plus. Faut rester raisonnable avec ce joueur. Ouais, voilà, c'est ça. Je critique pas, hein, mais juste, c'est vrai que, enfin, si on peut relativiser un peu, je pense pas que ce soit non plus, voilà, le profil. Tu l'as dit, c'est peut-être pas l'attaquant titulaire que tu as envie de voir à Monaco. Après, oui, bon, bah, je faisais le parallèle avec Carillo parce que c'est simple, hein. Je veux dire, c'est deux gros gabarits. Bon, lui est plus rapide. Mais ouais, je sais pas, tu joues à 2 attaquants, je sais pas, ouais, j'ai envie de voir autre chose à côté de Falcao, quoi. Un autre profil. Mais bon, c'est clair que sur ce match, il fait une très bonne prestation. Je sais pas, Rome, ce que tu penses, ton avis général sur le joueur, mais. Si, moi voilà, c'est ce que j'avais tout de suite signalé. Voilà, c'était plutôt son état d'esprit, le fait que lui était motivé, que tu le sentais impliqué dans le fait que ce match était très important. C'est quand même les choses globalement qui ont été vachement soulignées ces derniers temps. C'était l'implication de beaucoup de nos joueurs. En l'occurrence, lui a tout de suite montré la voie. Et il a été suivi quand même par la plupart des joueurs ce soir sur ce terrain-là. Après oui, c'est sûr que c'est pas le joueur le plus joli à voir, ni le plus efficace, parce que moi à la limite un joueur qui est pas joli mais qui est efficace, ça me va aussi pour un attaquant de pointe, ou pour un défenseur central également. En l'occurrence, il n'a pas vraiment non plus ça, donc non, le garder, moi je suis vraiment pas pour. Mais bon, ça on aura le temps de reparler plus tard. Voilà. J'ai vu un tweet passer, donc Vinicius plus Pellegrini. Attention sur le plan physique, t'as 2 gros bébés. Ça c'est sûr. Voilà. Encore faut-il que l'autre se débarrasse de son syndrome Jovetic, mais sinon ouais. Et surtout que l'autre en plus ça fait 1 an qu'il joue presque pas. Il a dû passer son temps à la muscu, là il va revenir, ça va être un Golgoth. Bon. J'ai cru que t'allais dire il a dû passer son temps en boîte. Mais... Ah bah ça n'empêche pas, hein. L'un n'empêche pas l'autre, mais bon il va t'es avoir bien placé pour témoigner. Il va avoir un très beau physique, très esthétique, mais par contre ça pètera au moindre contact, quoi. C'est un peu le souci. Ronny Lopez aussi était rentré, il avait remplacé Martins à la 79e. Quel joueur! Donc peu de temps avant, bon il a pas eu, mais bon on y reviendra plus tard. Et enfin voilà, le dernier changement que tout le monde attendait avec impatience. Ça a été évidemment ce petit changement qui fait toujours plaisir, du défenseur central qui remplace l'attaquant ou le milieu offensif. En l'occurrence c'était l'attaquant. Naldo, Boris, tu l'attendais celui-là, hein, avec impatience. Ouais, je l'avais prophétisé. Alors moi c'était au moment du 1-0, donc je voyais bien Jardim faire ce changement un peu plus tôt.
à 1-0 et ça m'aurait franchement énervé parce que c'est le genre de changement qui nous réussit pas si souvent que ça. Après qu'il le fasse à 2-0, ça m'a presque plus fait rire qu'autre chose en fait, parce que bon, à ce moment-là, 2-0, j'étais plus vraiment inquiet, même si Amiens a eu quand même 2-3 situations, mais je imaginais quand même pas remonter ces 2 buts dans les toutes dernières minutes. Donc voilà, ça m'a plus, je trouvais que il y avait plus un côté troll en fait dans ce changement. Et puis on va dire pour la belle, ça aurait été beau que ce soit Radji pour la belle histoire, mais bon voilà, c'est quand même plus Naldo qui était dans les petits papiers ces derniers temps. Donc voilà, Jardim qui peut mettre sa petite signature. C'est pas souvent qu'on peut faire rentrer des défenseurs pour garder le score cette saison, donc il fallait en profiter quoi. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas pu la tenter celle-là. Et voilà, donc Monaco qui s'impose 2-0, c'est la huitième victoire de l'année, c'est terrible, c'est terrible. On a 4e victoire à domicile, ouais c'est bien, on s'est réparti les victoires, 4 à domicile, 4 à l'extérieur. Eh ben espérons qu'on ait un meilleur ratio à l'extérieur dans une semaine, voilà, ça sera un poil mieux. Donc maintenant les performances individuelles, pour vous l'homme du match, Adrien, s'il y en avait un à retenir... Putain merde, je m'étais pas du tout préparé à cette question. C'est con parce qu'elle tombe à chaque débrief. Ouais, c'est un peu. Ouais. Non, c'est novateur, je trouve. Ouais, c'est pas mal comme idée. Franchement, j'ai pas d'homme du match. Voilà, j'ai le droit à cette réponse. J'ai envie de. Je sais pas, il y a des joueurs qui ont sorti et tous. Il y a des joueurs qui sortent du lot. À commencer même par Benaglio. Je trouvais que c'était pas mal. C'est vrai. Putain, même sur le coup franc, il est allé la chercher, alors que normalement, quand c'est Di Maria, il se la prend, il va pas la chercher. Et là, il est allé la chercher vraiment au niveau de son poteau. Il fait un super bel arrêt sur le coup franc amiénois en seconde période. Même après, dans ses sorties rassurant, il est allé chercher les ballons. Ça a aidé, vraiment. Glick, bon. Jemerson, pareil. Après. Pas nous faire toute l'équipe. Hein. Après, Jemerson, juste ce qui me dérange, c'est à chaque fois que l'attaquant se retrouve dos au but, quand l'attaquant c'est un peu en mode pivot et dos au but, il est obligé à chaque fois de faire faute. Mais sinon, je l'ai trouvé très présent aussi, au même titre que Glick. En fait, pour moi, Jemerson ne fait pas un moins bon match que Glick. Boris, toi, est-ce que tu as une réponse un peu plus... Après, Adrien Silva, par quelques fautes, il fait aussi un bon match. Est-ce qu'on peut couper le micro d'Adrien? James par à coup? Non, mais je comprends ce que veut dire Adrien, dans le sens où pour moi il n'y a pas un joueur qui ressort particulièrement pour sa performance technique. L'équipe a été plutôt homogène, a été plutôt au diapason dans l'état d'esprit. Y a pas, voilà, pour moi il n'y a pas vraiment de joueur catastrophique, il n'y a pas vraiment de joueur excellent ce soir. Celui que je ressors, c'est celui dont on a déjà beaucoup parlé, mais c'est plus un symbole en fait, c'est Vinicius. Voilà, il fait pas un match exceptionnel, mais je trouve qu'il a joué son rôle dans le fait de changer un petit peu cet état d'esprit et cette approche sur tous les plans, tactique, technique, physique, surtout. Donc voilà, j'ai envie de penser à lui. Benaglio, on n'en avait pas parlé pendant le débrief, mais c'est vrai que c'est un gardien qui alterne entre des matchs très moyens, pour pas dire mauvais, des matchs très bons. C'est pas le premier match très bon qu'il a fait chez nous. Ça tombe le bonsoir là pour nous, donc tant mieux. Voilà, il est assez, je l'ai trouvé rassurant, je l'ai trouvé autoritaire. Il y a ce très bel arrêt à la fin, donc voilà, c'est peut-être les deux joueurs que j'aurais envie aussi de mettre en avant. Et bah pour moi ça sera Golovin, parce qu'une passe, un but. Ouais, ok, mais voilà, et c'est là que t'es triste, mon pauvre. Tu reprends que les stats, parce qu'en vrai, il fait que la passe dès le but, franchement. Bah ouais. Moi, je pensais qu'il allait sortir. Mais tu sais quoi, je suis assez d'accord avec toi, hein, mais sauf qu'on a tellement besoin de gagner, on a tellement besoin de points, et on a tellement aucun joueur qui fait des différences depuis le début de saison, même, à part ce petit mois qui a été un petit peu mieux, que oui, je donne beaucoup d'importance. Si on était dans le trio de tête et qu'on avait 80 points, je dirais pas ça. En l'occurrence, ce soir, oui, seuls les stats comptent. Donc, je rejoins aussi du coup pour Benaglio qui fait 2-3 arrêts intéressants. Mais donc oui, moi c'est pour ça que Golovin, en ce sens, c'est l'homme du match, même si dans le jeu ça n'a pas été. Je pensais qu'il allait sortir, parce qu'il y a beaucoup de passes simples qui ratent, et beaucoup de contres qui sont réduits à néant parce que
parce qu'il est pas juste techniquement. Donc ouais, non, mais à part ça, oui, c'est vrai. Bon, quand même, Gertner, c'est quand même, moi, je la compte pour lui la passe D, hein, mais ok. Ah, oui, mais alors, oui, non, mais c'est pas faux non plus. Mais bon, pour une fois, qu'on pourra pas dire le gardien adverse a fait un gros match. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que moi, en fait, jusqu'au son but, Golovin, pour moi, c'était celui que j'allais mettre en fait en flop du match. Parce que je rejoins Adrien, enfin dans le jeu jusque-là, il avait été vraiment plus que médiocre. Le nombre de passes soit ratées, soit pas très bien données, pas dans le bon tempo. Voilà, il était vraiment, c'est celui que je trouve en dessous. Après, il met ce but qui est tellement important que ça m'enlève un peu l'envie de le mettre dans cette catégorie-là. Bon, peut-être pas jusqu'à le mettre homme du match, mais effectivement, il a dans un match moyen comme ça, c'est sûr que quand tu es impliqué sur les 2 buts, et c'est le seul joueur dont c'est le cas, voilà, il a fait la différence. Mais dans le jeu, voilà, ça c'est à l'image d'une saison quand même assez moyenne pour être gentil de sa part. D'adaptation dans un contexte qui est vraiment exécrable. Donc bon voilà, l'idée c'est qu'on passe un gros coup de balai sur cette saison et qu'on recommence et qu'on pourra vraiment évaluer un peu le joueur dans un contexte différent, peut-être plus viable. Mais en tout cas, je vois qu'on est du coup tous d'accord pour dire à quel point c'est difficile de ressortir un homme du match parce que c'est plutôt un match d'équipe finalement, quoi. Et c'est ce qu'on attend d'une équipe qui joue sa survie. Oui, non, c'est clair que. Mais par contre, moi, je serais plus. Sévère avec un flop. Avec plusieurs même, hein. Moi, j'ai trouvé que Heinrich a été inexistant, que Jemerson a été très mauvais, qu'Adrien Silva, on l'a quasiment pas vu, que Gelson Martins a été maladroit au possible. Donc voilà, ça fait 4 joueurs que j'ai trouvé clairement en dessous dans le collectif global et qui en plus, j'aurais pu rajouter, vous avez pas forcément tort, Golovin sur l'aspect match, mais l'aspect décisif est tellement important que du coup il peut plus rentrer là-dedans. Mais non, j'ai été déçu moi par ces joueurs-là. Alors Jemerson, c'est plus une surprise, comme tu l'as dit, Adrien, il fait énormément de fautes, il est très inquiétant. Alors que j'ai trouvé Glick très très bon et pour une fois. Bizarrement d'ailleurs, alors que tout le monde a mis énormément d'impact et a été un peu à la limite, Adrien Silva le premier, qui aurait pu prendre carton rouge sans problème, alors que Glick justement n'a pas trop fait de fautes grossières, de mauvais gestes comme il peut de temps en temps faire. Un enfant de cœur. Ah non, mais après c'est sûr qu'il n'est pas connu pour ça, mais voilà, pareil, j'ai Heinrich, il était là. Ouais, mais... ça, je suis d'accord, ça, je te rejoins. Ça, c'est l'énigme. 20 millions quand même sur Heinrich. Mais un petit peu inutile. Alors la seule bonne nouvelle, c'est que ça a permis à Silibé de jouer plus haut et que du coup ça a été un peu mieux. Et quant à Gelson Martins, ça a été aussi mauvais que depuis 2 mois, quoi. Donc clairement, j'ai trouvé qu'on l'avait vu un peu plus. Ouais. Moi, Henrik Silva, Gelson, oui, mais le reste. On l'a vu rater aussi, en fait. C'est pour ça. Oui, moi, non, mais on l'a vu rater. Non, mais en fait, il y avait les pires matchs de Gelson, c'est ceux où on le voyait même pas. Oui. Là, disons qu'il fait quand même planer une menace. Il a piqué assez rapidement par des petites accélérations dès le début de match, de 3 belles accélérations. Il fait effectivement pas toujours le meilleur choix à la fin. Alors il me semble que c'est lui qui centre quand même sur la reprise par exemple de Jemerson, celle qui est contrée. Il me semble qu'il fait quand même plutôt une belle action sur son côté. Donc je trouve que c'était un match pas complètement inintéressant de sa part, un match un peu par phase, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on le voyait plus. C'est pas un très bon match de sa part, mais bon, j'ai pas particulièrement envie de le saquer là-dessus. Les latéraux, globalement, je les ai trouvés assez discrets. Je sais pas si Jardim leur a particulièrement demandé de se concentrer sur leur tâche défensive, mais disons qu'ils n'ont pas fait non plus de grosses erreurs défensives, donc à la limite, ça m'a. Heinrich, bon, je trouvais que par rapport aux autres matchs qu'il a fait cette saison, n'était pas dans son plus mauvais non plus. Il n'a pas beaucoup apporté non plus offensivement, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, écoute, ouais, c'était moyen, mais. J'ai trouvé un peu tout le monde moyen en fait, moi. Donc, je suis assez d'accord sur ça, mais malgré tout, j'ai envie de faire 2 groupes. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais 2 groupes. Pour moi, il y en a 4-5 qui ont été quand même en dessous de la moyenne, et du coup, les autres 6-7 là, qui ont été un peu au-dessus. Voilà. Henrik, on recherche toujours ses qualités. Hein. Moi, j'ai toujours rien perçu en fait chez ce joueur.
Et puis Gelson, bon aussi, c'était une des rares fois où on le voyait à gauche. Peut-être qu'aussi c'est ça qui a fait que c'était un peu nouveau pour nous et qu'on a l'impression de plus le voir. Mais bon, je suis d'accord avec Boris, je le mettrais pas non plus dans ton groupe de flop, ouais. Même si c'est éteint et qu'il est sorti en seconde, mais voilà. Ouais, je suis d'accord sur Henrix et Silva, pas sur le reste. Jemerson fait quand même des interventions souvent coupées au premier poteau sur des centres qui étaient très très importantes. Il va pas passer non plus sa saison à se trouer à chaque fois, quoi. Quand même, hein. J'aimerais bien voir, en même temps, oui, c'est vrai que depuis 2 ans, c'est pas loin de battre ça. Non, mais j'aimerais bien voir combien de fautes il a fait vraiment, en plus à des endroits dangereux, quoi. Donc, c'était lui qui était pas loin de nous coûter un penalty. Une faute en dehors de légèrement en dehors de la surface, je crois, mais bon, bref. Voilà. C'était pour le mettre en tout cas en dessous de Glick. De toute façon, il fera pas le dernier match, hein, Jemerson, suspendu, je crois. Hein. Donc on verra soit Naldo, soit Badiachil. Donc on verra. Je pense que ce sera plus Naldo. Oh ouais, ce serait marrant, tiens. Badiachil, il a quand même dégringolé dans la hiérarchie sévèrement. Oui. Ouais, il s'est bien troué lui quand même. À part sur eBay. Mais c'est vrai que non, mais en même temps, c'est mérité. Hein. Il a pas été bon. Il a vraiment pas été bon. Quoi. Donc, il aura comme tous les autres. Hein. Ouais, mais encore un peu plus, moi. Moi, je trouve que c'est le moins. C'est pas le moins des bilans, mais c'est le moins pire des 4 quand même, je crois, sur la saison. Peut-être pas sur la période dernièrement. Mais... Ouais, non. Cliquer quand même au-dessus. Après, qu'il y ait match avec les autres, oui. Et pour moi, cliquer est quand même. Je peux pas dire à 17 ans qu'avec la saison qu'il fait, on oublie quand même beaucoup de boulettes de la part, parce qu'il est jeune et qu'on le pardonne plus facilement que les autres. Hein, dont on a vraiment, ils ont tous fait, le cul, ils ont tous fait des boulettes. Hein. Oui, c'est sûr. Non, mais ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais bon, après toi tu fais partie de la team aussi qui voulait pas voir partir son frère à Rennes parce qu'il devait être titulaire, donc je comprends. Je fais partie de la team Massengo, de la team Diop, la team U19 quoi. De la team Diop qui avait un survêtement des Golden Warriors. Mais quelle indignité. Je suis plus dans la team Diop du coup. Mais quelle indignité quoi. Putain, c'est pas possible. Enfin bon. Putain, le basket Tix quoi. Mais non, mais c'est même pas le problème que ça fait. En plus que ça soit Golden State, c'est vrai que ça fait un peu plus mal. Mais bon. Soit avec ton survêt de l'ASM. Chacun aime l'équipe qu'il aime. Mais oui, voilà quoi. En plus, il a joué plutôt dans l'après-midi avec. Ah bon, bref. Ils sont particuliers. C'est une génération un peu compliquée. Hein. La France va mal. J'irai pas jusque là, mais en tout cas. Voilà. D'ailleurs, il y en a un autre, on aura le temps d'en parler dans des futures émissions de Mercato, mais le petit Meshbri aussi, qui a l'air d'être un gars bien aussi. Ouais, Thuram. Enfin bon, Thuram, je pense que c'est plus le père, mais bon. En tout cas, voilà. On a des difficultés avec nos jeunes, ouais, c'est sûr. Bon, tous les clubs ont des difficultés avec leurs jeunes. Mais donc voilà, qui clôture ce débrief, cet avant-dernier débrief de la saison 2018-2019 qui restera à jamais marqué au fer rouge comme une énorme blessure. J'ai hâte de voir le livre, hein, forcément, que va publier le club, qui va être mis en vente, les t-shirts aussi, maintenus. Maintien. Voilà. Avec 36 points dessus. Unique forever. Like nowhere else, et puis voilà. 14ème avec 39 points. New record. Bon, voilà. La prochaine journée, donc on l'a dit, c'est à Nice. C'est vendredi soir. Multiplex, je suppose, à 21h. Oui. 21h05 même. 5, ouais. Je sais pas bien pourquoi, mais ok. Voilà, ça sera l'occasion pour nous de faire un dernier débrief avant de rentrer dans les émissions de l'été. Et voilà, on vous réserve quelques surprises. Voilà, vous avez quelque chose à rajouter ou pas ? Absolument pas. Absolument pas. Boris. Non, assez soulagé de terminer. Ouais, et puis de se dire qu'a priori on devrait pas faire de débrief de match de Ligue de la saison prochaine. Ce qui est quand même plutôt un soulagement, quoi, parce que t'auras tes vendredis soir, Boris. C'est bon. Voilà. il y a des matchs de Ligue 1 le vendredi soir maintenant. Ouais, mais il y en a qu'un, alors que la Ligue 2, ils sont quasiment tous, quoi.
À part, Ouais, t'en as un le lundi, mais bon, ça c'est réservé. Le à la samedi limite, 15h et le. Ah oui, en c'est vrai fait, qu'il y a là je- aussi un peu le samedi aussi. Maintenant, c'est vrai que ça a changé un peu. Je préfère voir des matchs le vendredi soir que le samedi soir en fait. Mais bon, c'est Oui. un autre débat après. C'est personnel. Ça m'arrangerait mais qu'on joue je te le rejoins vendredi aussi. soir. J'aime pas quand le samedi 20h, j'ai horreur de ça. Bah, le problème du samedi 20h, c'est que c'est souvent pas très bon signe. Le samedi 20h, c'est quand t'es Oui, pas très déjà, bien c'est classé, souvent quoi. c'est un mauvais match. Ouais. Bah, c'est que t'es Ouais, pas bien puis classé. L'année du titre, on n'a pas beaucoup joué, hein, le samedi 20h. On était souvent Ouais, en c'est prime vrai. ou à 17h. En plus, il y avait la Ligue des Il y a eu Champions. du Metz, il y avait des Monaco-Metz avant. Oui, non, mais Samedi 20h, et puis on y a du joué, Guingamp hein. et ciao quoi. même le 4 PSG, ou 5 hein, dans l'année peut-être. Mais... même le PSG a joué quelques matchs le Oui, samedi oui, bien 20h. sûr. Mais bon, Avec- ça reste une rareté. En tout cas, voilà. Merci messieurs de m'avoir accompagné pour ce débrief. La prochaine rencontre donc c'est vendredi. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.